Alors, ça vient ici, ça c'était l'enfant et ici, il danse. Alors, monsieur Grandier, Bruno, Pablo, et là, la fille, le chef, il est là. Moi, j'ai 80% de mes produits qui viennent de petits producteurs. Voilà. Donc, on ne passe pas à travers le marché national de Rungis au coût du dépannage. On a vraiment toute une série de contacts, de gens, on peut appeler ça une filière, si vous voulez, de producteurs qui sont à la campagne, et qui sont, dont on connaît le mode de travail, la qualité des légumes ou de la viande qu'ils font, etc. Quarantaine de fournisseurs différents, quoi, que ce soit pour la fleur de sel, pour du poivre, pour de l'huile d'olive, pour voilà. On prend des volailles dans les Landes, des canards, c'est pareil. Robert est devenu un vrai classique. Donc on y fait des vrais plats de bistrot qu'il y a toujours eu avant dans les brasseries mais qui ont disparu complètement. Et on fait une cuisine qu'on pourrait qualifier de cuisine et de terroir et de ménage, c'est-à-dire c'est une cuisine simple, à base de produits très nature. On essaye d'être le plus locavore possible. Donc on rentre bien dans l'air du temps, mais on garde des standards de la cuisine française classique. Oui, c'est un bistrot, tout à fait. Mais c'est un bistrot qui vraiment se fait une certaine mission de mettre le produit en valeur dans l'assiette. Voilà, c'est ça. Et accorder une certaine noblesse, si on veut. Oui, voilà, c'est pas le dénaturer. Ouais, exactement, voilà. On essaye de, voilà, en respectant le maximum le produit, voilà. Selon la croyance populaire, bistrot, s'écriaient les Cosaques pour un service rapide d'une boisson alcoolisée, sans être pris sur le fait par leurs supérieurs. Au-delà d'un lieu où l'on casse la croûte et l'on comble sa soif, le bistrot est un pilier de la culture parisienne, le témoin d'une France en pleine mutation. Le café, comme le thé, c'était le moyen de se réunir, d'alimenter des discussions qui étaient souvent le moyen de diffuser les idées modernes, les idées des philosophes. Et je pense que avec la Révolution française, enfin la construction de la République démocratique, ce qu'on a vu survenir tout au long du XIXe siècle, jusqu'en 1914, et progressivement, cette vision du café qui permettait les échanges d'idées s'est diffusée dans les classes de plus en plus populaires, et ce phénomène atteint vraiment son maximum dans les années de la Belle Époque. Une très grande partie des cafés parisiens, en fait, ont été tenus par des Aveyronnais depuis la fin du XIXe siècle. Ils ont régné sur les cafés de Paris. Ils possédaient 70 à 75% de tous les cafés de Paris et région parisienne, alors qu'ils sont issus d'un tout petit territoire dans l'Aveyron, un seul plateau. Parmi eux, Marcelin Cazes fait l'acquisition de la célèbre brasserie en juillet 1920. En effet, ce bougnan, issu d'un milieu modeste, profitera d'une germanophobie généralisée au point de priver l'ancienne direction d'une clientèle régulière. Mais, au fait, qu'est-ce qu'un bougnan? En fait, bougnan est une association toute simple, charbonnier et auvergnat. Le mot désigne à la fois l'immigrant aveyronnais et son commerce où il y vend charbon et boissons. C'est des gens qui étaient contraints d'immigrer parce que leur terre était pauvre. Donc ils sont présents à Paris dès la fin du XVIIIe comme porteurs d'eau. Ils portaient l'eau dans les étages des immeubles, parce qu'il n'y avait pas encore l'eau courante, fin XVIIIe, ou bien, vous savez, c'était une système de petites fontaines. Alors, c'était une hotte sur leur dos et on venait prendre de l'eau. Et de là, ils sont passés à la vente de charbon. Et les dépôts de charbon avaient toujours un petit côté café. On pouvait boire du vin
boire un café, etc. Et ça s'appelait des bougnas, et puis petit à petit c'est devenu des cafés, des brasseries, etc. La naissance du bistrot s'est donc faite progressivement à travers les autres institutions culinaires qui l'ont précédé, et le bistrot en a conservé certaines caractéristiques clés. Une carte restreinte, des plats classiques, des coûts abordables pour la petite bourgeoisie, un lieu où l'on apprécie le temps passé. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des codes qui font qu'on se sent bien dans un bistrot. C'est pas les codes pris un par un. C'est que tout d'un coup on s'aperçoit qu'on est dans un endroit où les serviettes sont en tissu, où le pain croustille, où l'odeur de la cuisine est bonne, où le décor est à l'ancienne, ou pas à l'ancienne d'ailleurs. On peut imaginer un bistrot plus moderne qui soit toujours un bistrot. C'est l'ensemble, c'est l'adéquation de l'ensemble de ces codes qui font que le bistrot existe. C'est pas parce qu'on les juxtaposerait qu'un bistrot existerait. Par contre, tout d'un coup, il y a une alchimie qui se fait et le bistrot peut exister. Oui, moi je dirais vraiment une extension du foyer. Une chose sur laquelle moi j'ai toujours voulu insister, c'est la garde de quartier, de proximité. C'est pour ça qu'on a toujours gardé dans nos 3 restaurants des menus à 19 € à midi, mais qui avant étaient moins chers bien sûr, mais aujourd'hui entrée plat dessert à 19 €, c'est encore un prix très compétitif. On peut voir ce qu'on peut manger ailleurs, dans un fast-food ou autre chose, c'est toujours les mêmes produits, en produits frais, etc. Donc ça c'était vraiment pour qu'on garde tous les gens du quartier à déjeuner, les gens des bureaux, etc. Pour avoir cette espèce d'ambiance à déjeuner. Souvent pour ce qui concerne le peuple laborieux parisien, souvent on travaille chez soi aussi, quand on est menuisier, quand on est tailleur, quand l'appartement qui déjà est petit, exigu je dirais même, est aussi l'atelier, le lieu de travail. Donc l'homme en tout cas vient souvent au café parce que c'est un lieu, une annexe de son domicile, il retrouve des amis, on y discute, on y lit des journaux, on joue aux cartes. C'est vraiment un lieu de sociabilité intense. On a une clientèle très fidèle. Donc on a pas mal d'habitués qui reviennent régulièrement, donc après voilà, on parle avec eux, machin, ils nous disent bah tiens on aimerait bien manger ci, manger ça, après voilà, on s'adapte, moi je leur prépare des trucs, voilà, que je fais pas forcément à la carte, je leur fais en plus à part. On a des gens qui adorent le vin et la nourriture, entre guillemets, qui peuvent être français ou étrangers, il y a beaucoup de français. J'ai beaucoup de gens entre 25 et 40, ce qui vraiment est signe de bonne santé intellectuelle du fait que les gens préfèrent la blanquette au fast-food. Donc ça me rassure plutôt. Moi, voilà. On a un peu de touristes, on a pas mal de guides au Japon, on a eu des articles dans les presses un peu partout, quoi. On a eu un peu Brésil, un peu Italie. Et puis on a une grosse clientèle internationale, on a un très gros retour de nos clients américains qui font un buzz très important aux États-Unis. Donc on a une grosse clientèle américaine de gens qui aiment, curieusement, qui savent très bien ce que c'est que manger à la française et qui viennent pour ça. La dernière fois, on avait une cliente japonaise qui était sur Tokyo ou je sais plus quelle grande ville, machin, à dire ah bah c'est très bien le racine que vous avez fait au Japon et tout, machin, on a été manger, c'est formidable, c'est pour ça qu'on est venu. Bah non. Je pense qu'au départ, oui, il y avait une spécificité française et même parisienne du café, mais aujourd'hui, la culture du café, elle s'est quand même beaucoup diffusée. Alors, c'est vrai que, par exemple, si on compare avec l'Angleterre, c'est plutôt des enseignes, mais finalement, on a du mal à trouver même les pubs, enfin, il en reste, mais il faut les chercher. Hein, ce qu'on voit surtout à Londres, c'est des enseignes. Mais par exemple, en Allemagne, où il n'y avait pas trop la culture du café, ou en tout cas pas la même, aujourd'hui à Berlin, ça ressemble davantage à Paris. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez une bonne semaine, monsieur? Bon, et le soir, ce couple-là arrive, et ils sont à une table, et il y a la comptoir, et j'ai compris qu'elle avait eu du cancer. Et ça m'avait écrit, vous savez, le monsieur me dit, alors en quittant. Et curieusement, je le vois seul, il est au fond. Et il y avait une dame qui s'est assise près de lui. Et alors, ils sont mis à Paris. Et je vous dis, alors qu'on pensait qu'on aurait la table, les 2 places rapidement, ils se sont mis à Paris pendant des heures et des heures. Et pour moi, je me suis dit, mon Dieu, c'est merveilleux. Et il m'avait dit par la suite, vous savez, c'est vous qui m'avez fait rencontrer ma seconde épouse. Et vraiment, de voir ça, je me suis dit, mon Dieu, vous savez, je vous dis honnêtement, je
c'était pas volontaire, mais quelle bonté. Non, mais enfin, quelqu'un qui avait perdu son fils récemment, et là, il l'avait rencontré au même endroit, parce que, mais je me dis, mon Dieu, ouf, on a fait de bonnes choses. Non, hein, c'est ça, et c'est souvent, enfin, je vous dis ça arrive aussi.